Bonjour à tous, bienvenue à cette fête de l'universalisme organisée par la LICRA. Nous accueillons maintenant le projet Vive Opéra qui est porté. Voilà, ça c'est. Voilà. Bon, on va la refaire. Allez, 1, 2, 3. Bonjour à tous, bienvenue à cette fête de l'universalisme organisée par la LICRA. Nous accueillons aujourd'hui la compagnie Vive Opéra qui porte le projet Requiem, un projet dans lequel on s'est investi à la LICRA depuis plusieurs mois maintenant pour l'accompagner et le faire connaître. Ce projet nous permettra de discuter aujourd'hui avec son directeur artistique, Vincent Simonet, qui est avec nous, avec Carmelo Agnello, le metteur en scène, avec Aurore Quintard, mezzo-soprano, et qui s'occupe également du volet pédagogique de ce projet. Nous avons également Ania Wozniak, mezzo-soprano, qui est aussi avec nous et qui échangera sur son rôle dans Requiem. Et enfin, Guillaume Latour, premier violon, qui évoquera avec nous sa relation particulière à cette œuvre et ce projet. Alors, on va maintenant, sans plus tarder, regarder une vidéo qui présente Requiem et on revient tout de suite après. En 1943, au ghetto de Térésine, le chef d'orchestre Raphaël Schechter, une poignée d'hommes, de femmes, musiciens déportés, font éclore une incroyable résistance à l'horreur grâce au Requiem de Verdi. Et donc c'est par le biais de la musique qu'on va essayer de résister. They have our bodies, but they don't have our soul. Ce moment-là nous a permis d'entendre le Requiem d'une autre manière. Requiem est né d'une envie viscérale de transmettre au monde une conscience que la musique a ce pouvoir de transcendance sur des situations sans espoir. Ils essayent de nous dire la vie est là. Et ils vont se servir de ce texte pour que l'horizon, ce ne soit pas la mort, mais la lumière. C'est une réaction à quelque chose qui t'étouffe, qui t'étrangle, et tu veux sortir. Tu te l'appropries comme un texte personnel qui exprime exactement ce que tu ressens à ce moment-là. Requiem, c'est la force de dire non, de rester debout, ensemble, humains. Tout simplement la force de continuer à incarner l'humanité. Vous venez de voir donc la vidéo de présentation de ce beau projet qui concerne une œuvre particulière, une œuvre qui a traversé les époques depuis Verdi jusqu'à aujourd'hui en passant par le camp de Térésine et par une transmission de cette œuvre qui aujourd'hui nous conduit à l'évoquer à la LICRA. Alors Vincent Simonet, qui est le directeur artistique du projet, va pouvoir nous en dire plus et nous expliquer ce qu'est Requiem. Bonsoir Stéphane, merci de nous soutenir en nous invitant ici. Je vais vous parler un petit peu de la genèse de ce projet. C'est d'abord un projet de cœur. Nous avons créé une compagnie qui s'appelle Vive Opéra, Vivre l'œuvre, et nous avons eu la possibilité en fait de rencontrer Carmelo Agnello, qui est un metteur en scène qui a toujours un atelier de dramaturgie et de mise en scène à Paris 8 et qui nous a fait découvrir une œuvre un peu particulière qui est le Requiem de Verdi qui a été joué à Térésine.
Ce requiem est un projet de vie, parce que nous l'avons ressenti dès le départ comme un vecteur d'espoir pour aujourd'hui. Ce projet date de 2012 dans sa version expérimentale, embryonnaire. Nous avons travaillé pendant 1 an avec des jeunes chanteurs, des jeunes musiciens, sur une version réduite du Requiem. Pour vous parler un tout petit peu de l'histoire, mais Carmelo vous en parlera un peu plus longuement. En 1943, un chef d'orchestre, Raphaël Schechter, dans le ghetto de Térésine, a eu l'idée folle en fait de monter le Requiem de Verdi comme musique de résistance. Alors, les anciens n'étaient pas pour, mais il a tenu absolument à aller jusqu'au bout de son œuvre. Il a pu négocier avec les nazis ses répétitions. Il a réussi à monter 16 fois le Requiem de Verdi, dont la dernière fois devant Eichmann lui-même et les oppresseurs. Alors, nous avons découvert, grâce à Carmelo, le livre de Joseph Bor, qui s'appelle Le Requiem de Térésine, qui est un roman qui raconte l'histoire de ces musiciens qui montent ce Requiem. Et nous avons commencé à travailler de manière pratiquement hebdomadaire sur une œuvre qui était une œuvre un peu fragile, puisque nous avons réduit à l'époque la partition de Verdi. Et nous avons fini de faire ce requiem dans des lieux comme le Théâtre 13, dans l'Université de Nanterre et à l'amphithéâtre de Bastille. À Bastille, c'était très intéressant puisque dans la grande salle, il y avait la version concertante, qui était une version évidemment avec les grands solistes, avec un chœur gigantesque et un orchestre d'à peu près 80 musiciens. Et nous, dans la petite salle, on avait cet embryon de vie, cette bulle de vie, avec pour la première fois une intention extrêmement puissante qu'on a sentie jusque dans nos os. Et on a été absolument ému et on l'a senti tout de suite du public. Et c'est à ce moment-là qu'une vision est arrivée en disant il faudrait absolument continuer ce chemin. Alors, pour la petite histoire, moi j'ai un grand-père qui était résistant, qui a été dénoncé par un milicien, qui a été mis dans le train qu'on appelle le train fantôme. Il y a 2 documentaires qui existent sur ce train fantôme. Et il a été déporté ensuite à Dachau. Ça a réveillé pour moi des mémoires qui étaient en moi. Et évidemment, je n'ai pas pu en parler à mon grand-père, même s'il a survécu, il ne pouvait pas en parler. Et tout d'un coup, à partir de 2013, il y a eu cette ouverture et cette envie de transmettre cette histoire. À l'époque, j'étais chanteur. Avant ça, j'étais agent de photographe et producteur. Donc, j'avais toujours cette envie de créer les choses. Mais je n'avais pas du tout de velléité, en fait, de reprendre la production. Et puis, quand on a décidé avec 2 amis dont tu as parlé tout à l'heure, Ania Wozniak, qui m'a fait rencontrer Carmelo, et Aurore Quintard, nous avons vu comme une évidence de reprendre cette œuvre pour aujourd'hui. Alors, c'est une production aujourd'hui professionnelle qui ressemble à la version expérimentale avec 13 musiciens, 16 chanteurs, un comédien et un violon de l'espoir. Aurore Quintard va vous parler de ce merveilleux projet des violons de l'espoir pour ceux qui ne le connaissent pas. Et nous allons évidemment aller beaucoup plus loin que ça, puisque ça n'est pas vraiment un spectacle, c'est une expérience pour le public aussi. D'ailleurs, dans l'amphithéâtre, les gens ont commencé l'œuvre dans le public. Donc, avec la situation que nous traversons, nous pensons que ce sont les actions pédagogiques et sociétales qui doivent commencer. Nous devons absolument parler aux jeunes de cette histoire pour que cela résonne en eux et que cela résonne dans leurs propres mots et leur propre culture. Donc, avec ces actions pédagogiques, on va lancer aussi un mouvement artistique pour le vivre ensemble, contre la peur de l'autre, contre la haine, je dirais, mais vraiment pour l'acceptation de l'autre. Il y aura aussi des invitations artistiques. On va imaginer que d'autres artistes peuvent s'exprimer sur le thème.
Ça peut être des artistes exilés, ça peut être des artistes d'autres disciplines, donc ce sera un projet transdisciplinaire. Et puis, nous allons documenter cela. On a choisi une merveilleuse réalisatrice qui s'appelle Hind Medeb, qui est la fille d'Abdelwahab Medeb, qui était journaliste auparavant, de musique d'ailleurs aussi, et qui fait des merveilleux films, en fait, pour montrer la révolution pacifiste au Soudan, pour montrer la condition des exilés de Stalingrad, de la station Stalingrad. Voilà, donc c'est une personne qui vraiment nous guide aussi dans ce projet, et c'est intéressant de prendre cet angle aussi, d'ouvrir, de partir de cette mémoire et d'aller un peu plus loin. Le film long métrage, c'est une idée un peu folle pour l'instant, mais je pense que ça se fera. Voilà. Nous avons aussi des partenaires, comme vous d'ailleurs, mais aussi le Centre européen de musique. Vous avez vu Georges Chaminet s'exprimer dans le teaser. C'est une vraie rencontre, cet homme. Il va construire un projet extraordinaire près de Bougival, dans Bougival, à côté de la maison de Carmen et la maison de Pauline Viardot. Et c'est un projet transdisciplinaire aussi. Il y aura des neuroscientifiques, la possibilité de transmettre, des générations un peu plus âgées de musiciens avec des jeunes. Enfin, c'est vraiment un magnifique projet, et nous avons un cher partenaire en ce CEM, ce Centre européen de musique. Et puis nous avons les violons de l'histoire. Aurore va vous en parler. Donc, c'est Amnon Weinstein qui a récupéré les violons des camps et dédiera un violon à Raphaël Schechter dans notre production. Voilà. Et puis nous avons des associations qui donnent accès à la culture à ceux qui n'en ont pas, comme l'association de Tous Curieux, ce jeune de Sciences Po qui s'appelle Abdelillah Lalaoui, et une association dans le Sud qui s'appelle Émancipation et qui va aussi répandre ce beau message dans le Sud. Voilà, pour vous dire, c'est une aventure qui est un peu particulière parce que il faut la porter. Pour chacun d'entre nous peut être acteur de ce projet, à tous les niveaux, c'est-à-dire nous artistes, mais aussi vous spectateurs. Et c'était vraiment clair. Et tout d'un coup, après cette version expérimentale, quand on a vraiment décidé de monter ce projet, on a senti que beaucoup d'artistes voulaient se joindre à nous. Ils arrivaient comme des anges, des rencontres dans le métro, des rencontres dans l'escalier, comme Mario Stasi. Vous lui demanderez cette rencontre assez extraordinaire. Voilà, donc c'est un projet de vie, et je vais vous présenter chaque acteur de ce projet. Et d'abord Carmelo Agnello, qui est à l'initiative de l'idée et qui va vous parler de sa mise en scène, du contexte et pourquoi ce requiem aujourd'hui. Voilà, un grand merci. Merci beaucoup, Vincent. Bonjour Carmelo Agnello, merci d'avoir répondu à notre invitation. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui à la LICRA pour nous parler de Requiem. Vous êtes metteur en scène et à l'origine de ce beau projet qui a rencontré beaucoup de belles personnalités qui vous ont rejoint. Je voulais vous poser une première question qui était celle de savoir pourquoi le Requiem de Thérésine ici et maintenant. Est-ce que le contexte aujourd'hui a fait résonner quelque chose qui n'aurait pas résonné auparavant, et est-ce que, voilà, pourquoi maintenant? Alors, pourquoi maintenant? Bon, d'abord parce que je l'ai découvert il y a quelques années, et ce dont on se rend compte, c'est que plus le temps passe et plus cette manière de poser la question de la culture, de la barbarie, de notre rapport à la culture et au monde devient brûlant. C'est-à-dire que même en quelques années, on s'est rendu compte d'une résonance de plus en plus forte des problématiques qui ont été mises en jeu à ce moment-là, et même de la manière dont on les a perçues à ce moment-là. Donc c'est une chose, comme le disait tout à l'heure Vincent, qui devient de plus en plus impérieuse pour nous de l'exprimer
et malheureusement, l'actualité donne encore plus cette raison-là d'y croire dans la réalisation du projet. Alors, c'est une œuvre qui a plusieurs vies, celle de Verdi, celle de Schechter à Thérésine, et puis une nouvelle vie aujourd'hui, et qui est passée aussi entre les mains de la littérature et de Joseph Borg. Comment, en tant que metteur en scène, vous arrivez à traiter de toutes ces strates et comment vous arrivez à intégrer toutes ces dimensions qui sont celles d'une œuvre originale qui était une messe de requiem et qui devient aujourd'hui un objet un peu non identifié? Alors, je crois que ce qui est passé à Thérésine, si on devait faire un historique de l'œuvre elle-même, de ce requiem de Verdi, est un moment extraordinaire parce que tout à coup, ce requiem, on l'a entendu de manière différente. C'est-à-dire que quand on lit ce roman qui apparaît sous forme de journal, qui raconte l'aventure autour du requiem et de Schechter, on s'aperçoit que on prend l'œuvre, c'est-à-dire les mots, la manière dont Verdi les anime, les structures, les émotions qui émanent de ces mots. Quand on les met dans ce nouveau contexte, c'est comme si on voyait l'œuvre exploser. C'est-à-dire que tout à coup, on en voit à la fois les différents éléments, comment ils interagissent et comment tout à coup ils interagissent différemment et de manière encore jamais observée. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, cette expérience-là musicale, artistique, le requiem prend une toute autre envergure. C'est-à-dire que Verdi, tout à coup, nous apparaît non plus comme, disons, le compositeur d'une œuvre concertante, telle qu'on l'entend aujourd'hui tout le temps, concertante, liée à la notion de mort. Non, plus du tout. C'est-à-dire que là, ce qui s'exprime, c'est d'abord l'extraordinaire homme de théâtre, Verdi, créateur d'énergie, de dynamique sur lesquelles on peut construire des émotions, des affects. Hein. Verdi qui écrit une messe des morts dans la tradition chrétienne, c'est-à-dire qu'il n'est absolument pas une marche funèbre, mais qui est une œuvre d'espoir et de lumière, hein, et c'est exprimé de manière récurrente. D'ailleurs, avec les petites parenthèses, avec les artistes, il est toujours nécessaire de leur rappeler qu'ils parlent de lumière et d'espoir, et c'est pas une marche funèbre, hein, surtout pas. Et c'est ce qui ressort de cette expérience de Thérésine, c'est que tout à coup, la culture leur a donné la possibilité de se projeter dans un avenir, quel qu'il soit, mais de voir de la lumière. Hein, et donc, cette expérience-là éclaire l'œuvre d'une certaine manière, qui doit être la manière dont nous, aujourd'hui, il faut l'entendre. Parce que, même, je dirais même du point de vue musicologique, c'est juste. C'est-à-dire que cette épreuve-là a mis en lumière cette œuvre d'une certaine manière, et c'est la véritable manière, à mon avis, dont Verdi voulait la faire entendre. Merci. Alors, effectivement, ce que vous venez de dire m'amène à une question qui est liée à la transformation de cette œuvre et au fait que c'est Fonbulo qui avait dit qu'il s'agissait d'un opéra en robe ecclésiastique. Finalement, ce requiem, et effectivement, il y a ce contraste très fort qui apparaît entre l'œuvre conçue par Verdi, monumentale, dans sa mise en scène originale, et finalement quelque chose qui est devenu, après Thérésine et encore plus aujourd'hui maintenant, quelque chose finalement d'un très grand minimalisme, avec un renversement, je dirais, par rapport à la conception originale. Est-ce que c'est je dirais, le passage par Schechter qui a fait qu'il y a eu un renversement total de cette dimension-là? Alors, je crois que quand on revient à la source de cette expérience, l'expérience de Thérésine, les mots de spectacle, de spectaculaire, d'acteur deviennent des termes qu'il faut aborder avec énormément de précaution. Et donc, on ne peut pas faire du spectacle là-dessus. D'accord? Et donc, ça nous pose dans une, je dirais pas de minimalisme, mais dans une concentration, dans une exploration. Et tout à l'heure, Vincent parlait d'expérience de vie, qui deviendra forcément une expérience de vie pour tous ceux
qui soit la construit, cette expérience, soit l'écoute, enfin, il participe en tant que spectateur, et minimaliste, je dirais, plutôt essentiel. Et ce qui nous y amène à cette essence-là, c'est, je dirais, une notion de respect pour la mémoire de cette première expérience extraordinaire qu'a été le Requiem de Thérésine. Alors, le 23 juin 1944, quand Schechter est amené à jouer cette œuvre dans un hôpital qu'on a libéré pour l'occasion et dans lequel il s'installe pour jouer devant les dignitaires nazis et notamment Eichmann, Schechter pose une seule condition, si tant est qu'il pouvait à l'époque poser des conditions, c'était de refuser de saluer à la fin. Et je me suis toujours posé la question de savoir si le refus de saluer n'était pas une manière de dire que le public qu'il visait n'était pas celui qui était dans la salle, mais c'était nous, ceux qui allaient arriver après tout cela. Et si finalement, il n'y avait pas eu un clin d'œil de sa part d'imaginer déjà la suite de ce qui allait arriver pour cette œuvre. Oui, moi, ça me fait penser à cette coutume qui veut qu'on n'applaudisse pas à la fin du premier acte de Parsifal. C'est-à-dire qu'on est dans le rituel, on est dans quelque chose de profondément religieux, on est dans quelque chose qui implique ce que nous avons de plus profond en nous et qui, justement, pour éviter cette dimension spectaculaire, rend l'applaudissement tout à fait superflu, voire indécent. Et une autre question qui me vient, c'est par rapport à la question plus, je dirais, de la relation à la musique aujourd'hui. Et la création que vous avez imaginée revient sans doute à je dirais, une plus grande respiration de l'œuvre entre l'artiste, entre la spécificité de l'artiste et son interprétation et l'œuvre, et peut-être qu'elle s'éloigne d'une vision peut-être aseptisée actuellement, d'une musique qui s'est un peu standardisée. Et est-ce que finalement, il n'y a pas davantage d'humanité dans votre projet à travers cette respiration-là que vous recherchez dans la mise en scène? C'est-à-dire que parler d'aseptisation aujourd'hui, ça m'amène à définir ma manière de concevoir la mise en scène. Au contraire, c'est une mise en scène, c'est lorsqu'on injecte un virus dans une œuvre. Et on voit comment le mécanisme se dérègle, se détraque. Donc, comment fonctionnait l'œuvre et comment elle ne peut plus fonctionner. Et c'est de cette étrange alchimie, de cette explosion, de cette déflagration que renaît l'œuvre en y mettant ce que nous, on y entend et on y voit aujourd'hui. Donc, au lieu d'être dans un cas de figure où le concert qui aplatit tout, le fait qu'on l'a sorti de son contexte religieux, le fait qu'il est entré dans le répertoire, ce sont des éléments qui aseptisent l'œuvre. Donc, inoculer quoi? Inoculer l'enfermement, la mort, la barbarie. Quand on met ça dedans, comment les mots sonnent? Comment cette musique sert ces nouveaux mots? Et c'est là qu'on voit la force de cette œuvre. Donc, et de là vient le fait que pour les acteurs, pour les chanteurs, petite incise, ça sera difficile de ne pas les faire applaudir. On verra comment on va gérer ça. C'est quand même bien qu'ils aient les remerciements, comme disent les Italiens, du public. Mais en tout cas, cette approche leur demande une remise en question de leur manière de voir l'œuvre, de l'interpréter, de la comprendre, qui est extrêmement déstabilisante. Surtout si cette déstabilisation est là pour alimenter ce que l'on veut faire passer, c'est-à-dire un discours, un point de vue sur ce qu'est la barbarie et ce que peut la culture contre cette barbarie. Et là, évidemment, c'est une mise en danger supplémentaire de l'interprète, de l'artiste, que le metteur en scène se doit ensuite de gérer pour créer un plus d'émotion. Après, c'est notre cuisine à nous. Merci beaucoup, Carmelo Agnello. Merci.
Alors, Aurore Quintard, vous êtes avec nous depuis New York. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Donc vous êtes mezzo-soprano et aussi très impliqué dans les questions pédagogiques qui sont liées au projet Requiem. Et c'est notamment à ce titre que je vais vous poser un certain nombre de questions. Et la première, tout d'abord, que je pose à tout le monde, c'est comment vous êtes arrivé à Requiem? Par un travail avec Carmelo Agnello dans son atelier de dramaturgie et mise en scène. Et voilà, une expérience qui nous pousse aujourd'hui encore à travailler et à espérer la produire et à agir à travers des actions pédagogiques. Merci. Alors, une autre question qui concerne la pédagogie. En quoi est-ce que l'œuvre que vous êtes en train de créer, de recréer, a une dimension pédagogique? En quoi elle a une particularité qui permet d'envisager, contrairement peut-être à d'autres œuvres, une transmission? Parce qu'elle touche déjà 3 œuvres, tant le Requiem de Verdi et son acte militant à travers cette œuvre, en 1874, l'Italie sous le joug autrichien, par la force de Raphaël Schechter au camp de concentration de Térésine, et par ce roman de Joseph Bor. Et déjà la réunion de ces 3 chefs-d'œuvre, de ces courages, nous permet d'avoir une matière pour agir et traiter ces actions pédagogiques. Et je pense aussi parce que donc elle touche l'histoire, la mémoire, et c'est une résistance musicale. Et on aime approcher cette action pédagogique par ce côté artistique, par cette mise à la disposition des étudiants, des élèves, des enseignants, de l'art, de la musique, de la voix. Merci. Justement, s'agissant de cet entrelac, je dirais, d'histoire, de musique, de création, comment vous arrivez à faire en sorte que cette matière-là, qui est complexe, qui est diverse, qui a diverses strates, soit transmise aux jeunes, et comment vous imaginez qu'elles puissent leur donner matière eux-mêmes à penser et à créer? Je pense parce que déjà cet acte, elle est universelle. C'était pour chacun des 3 œuvres que j'ai citées, un acte de vie, un acte de résistance et de rébellion. Et aussi, nous allons la mettre en miroir avec l'actualité, avec un sujet qui parle, qui touche les étudiants, les élèves, les enseignants aujourd'hui, dans leur situation. Et ça, c'est très important pour nous de leur faire parler, ressentir ce qui se passe au fond d'eux. Et nous, on leur propose un outil. C'est l'outil qui a servi à ce compositeur, à ces artistes. Et on leur dit, voilà, ils ont utilisé ça. À vous de vous en saisir et de le partager avec nous et d'oser dire et d'oser ressentir et surtout oser comprendre l'autre et l'accepter tel qu'il est. Et je pense que c'est une approche qui est tellement belle et qui a énormément de force. Et on espère vraiment pouvoir la faire partager, car nous, elle nous a touchés, elle nous a bouleversés. Merci. Alors, je voulais vous demander également poser une question sur la question du violon, et notamment pour nous amener à la question des violons de l'espoir. Alors, le violon est un fil d'Ariane dans cette affaire, si j'ose dire, puisque à la fois, c'est un instrument de transmission et de vibration qui se transmettent d'interprète en interprète jusqu'à nous aujourd'hui. Et justement, pour évoquer cette question des vibrations et de la transmission, le projet Violon de l'espoir est assez intéressant et s'est intégré au vôtre. Est-ce que vous pouvez nous en dire également un mot? Oui, avec grand plaisir. J'ai entendu parler d'Amnon Weinstein et ses Violons de l'espoir par hasard dans une émission. On l'a contacté, il m'a reçu dans son studio à Tel Aviv. On a longuement discuté et il a accepté de nous prêter, de nous dédier un de ses violons de l'espoir pour le spectacle Requiem.
Arnold Weinstein a œuvré toute sa vie pour réunir les violons joués par des juifs dans les camps de concentration et ghettos. Il les a restaurés, il les restaure encore et il leur redonne vie. Et avec son fils, Avshalom Weinstein, leur mission commune, c'est de les faire jouer partout dans le monde. Et ce qui est absolument merveilleux, c'est qu'il les appelle les violons de l'espoir. Et son fils, Avshalom Weinstein, dit que dans les célébrations, le violon est toujours un symbole de vie. Et dans ces moments de grande tristesse, il reste une source d'espoir. Et ça m'a beaucoup marqué quand je l'ai entendu ça. Je me suis dit, mais aujourd'hui, on a tant besoin, nous, encore, de cette source d'espoir. Et donc, de l'avoir auprès de nous, déjà par leur soutien régulier aujourd'hui, dans notre démarche pour faire vivre ce projet, pour faire parler de cette histoire, pour donner cet outil, ce moyen d'expression et ce travail sur cette acceptation de la différence et ce vivre ensemble. C'est un atout, c'est une force que nous avons. Et alors d'avoir pu l'intégrer dans le spectacle et de l'entendre jouer sur scène, le jour J va être, je pense, un moment assez indescriptible et inexplicable. Et je souhaite que tout spectateur se laisse toucher par ce que ce violon aura à dire parmi nous dans Requiem et le message qui nous donnera. Dans le livre de Joseph Bor, on a des récits de ces aventures avec les instruments qui sont démontés, cachés, etc., et qui arrivent quand même finalement à produire dans des circonstances complexes ces effets et d'immenses difficultés pour faire vivre ces instruments. Et une question que je voulais vous poser, c'est aujourd'hui, en tant qu'artiste, est-ce que c'est difficile de rentrer dans cette œuvre et est-ce qu'on en sort indemne? Oh là là, non. Non, mais je pense qu'on en sort grandi. Dans tout ce cheminement du parcours Requiem depuis 2013, personnellement, j'ai beaucoup lu de livres sur des survivants. Bien sûr, Joseph Bor, mais aussi je citerai Somewhere There is Still a Sun de Michael Grunbaum, un survivant de Thérésine, enfant à l'époque, qui d'ailleurs a vu Schechter. Enfin, je recommande cette lecture bouleversante encore et qu'on a pu rencontrer. Et en fait, dans toutes ces lectures, voilà, on y lit la douleur, on y voit l'horreur. C'est cauchemardesque. Mais par contre, il y a tout le temps quelque chose qui reste, c'est leur courage de vivre et de survivre. Donc cet espoir, en fait, qu'il y avait même dans ces lieux et dans ces mots, dans ces livres. Et donc, en fait, j'aime me rattacher à juste ce dernier moment, même si les images restent là. L'horreur est encore là aujourd'hui. On est encore en train d'une autre manière, mais elle est là. Et je pense que c'est pour ça que Requiem apporte cet espoir et peut-être même un refuge. J'aimerais un refuge où on puisse tous se retrouver et paisiblement, sans peur, sans honte, discuter, ou voire même ne pas discuter, mais vivre. Vivre par la musique, par l'art, et peut-être nous apaiser. Merci beaucoup, Aurore Quintard. Merci à vous. Bonjour Ania Wozniak, vous avez accepté de répondre à nos questions dans le cadre de cette journée sur l'universalisme organisée par la LICRA. Merci beaucoup. Vous êtes également artiste dans ce projet, mezzo-soprano. Et la première question que j'ai déjà posée à Aurore, c'est comment est-ce que vous êtes arrivé dans cette œuvre et comment vous n'en êtes pas sorti? Alors, je suis arrivée dans cette œuvre grâce à l'atelier de l'Université Paris 8, mené par Carmelo Anello, donc metteur en scène et dramaturge. Et donc, dans le cadre de l'atelier, nous avons travaillé sur une année, justement, sur ce Requiem, donc la musique du Requiem de Verdi, et la relation avec le Requiem de Thérésine et l'œuvre littéraire de Joseph Bor, le Requiem de Thérésine. Et donc, c'était un travail sur une année vraiment très enrichissant, dans lequel, comme disait Aurore, on grandit et c'est une œuvre qui nous accompagne jusqu'à aujourd'hui. Et est-ce que rentrer dans une œuvre pareille, qui a des dimensions multiples,
Est-ce que c'est difficile et est-ce que ça demande une préparation particulière ou un travail préalable pour se saisir un peu des questions qu'elle soulève? Alors, je dirais, il y a une difficulté, certes, parce que l'œuvre est immense, hein, déjà la partie technique vocale, mais en fait, ça crée finalement une facilité parce qu'on a énormément de matière, de consistance, nous, en tant qu'interprètes, en tant qu'artistes, pour nous exprimer, pour transmettre les sentiments. Et finalement, l'envergure de cette œuvre, elle nous donne une force, la force de nous dépasser. Et en soi, finalement, c'est plutôt un avantage. Et c'est ce qu'on recherche, nous, artistes, d'avoir des éléments pour interpréter et pour transmettre divers messages. Est-ce que c'est compliqué, particulier d'à la fois être interprète de manière traditionnelle, mais d'être aussi acteur, c'est-à-dire d'endosser le rôle de ceux qui vous ont précédé dans la même situation, mais dans un contexte beaucoup plus difficile, il y a plus de 70 ans? Alors, notre métier, déjà, c'est aussi d'être acteur. C'est ça la beauté d'être chanteur aussi, c'est également qu'on a les deux facettes. Alors, d'habitude, on raconte des histoires liées aux sentiments humains, mais dans ce contexte-là, il y a une dimension vraiment en plus parce que ce sont des faits réels. Donc, évidemment, on pourra jamais expérimenter jusqu'au bout ce que ces gens ont vécu, mais on s'inspire de leur message, de leur force, de leur courage qu'ils ont eu de s'unir dans cette situation terrible et justement de montrer le pendant à l'horreur, le pendant justement de meilleur que l'homme peut produire. Et donc, en cela, c'est vraiment c'est un cadeau que de pouvoir également, nous, à notre tour, expérimenter ça et le transmettre. Et justement, en matière de transmission, le regard que vous avez peut-être nous dire sur la question pédagogique et comment imaginer de transmettre une œuvre qui est aussi lourde et difficile et de faire jaillir la lumière, la même lumière qu'avait voulu faire jaillir Verdi, Schechter. Voilà, comment retrouver le déclic, mais cette fois dans un cadre pédagogique et pas uniquement artistique pour des jeunes? Alors, je dirais, comme nous avons eu le déclic, c'est-à-dire de l'expérimenter. Et donc, grâce aux actions pédagogiques qu'on a nommées le parcours Requiem, justement en parallèle avec notre cheminement personnel du Requiem, on aborde des actions sur le thème de la voix, la musique et l'art pour l'acceptation de la différence et le vivre ensemble. Et donc, concrètement, c'est justement de proposer aux participants, donc on s'adresse au milieu scolaire, secondaire, supérieur, mais également au milieu associatif, culturel, mémoriel, à chacun en fait de se saisir de cette histoire et de l'exprimer à son tour. Donc on donne voix au chapitre aux participants comme on y voit au chapitre les personnes de Thérésine. Et à leur manière, parce que nous on propose évidemment le Requiem de Verdi, mais il y a la dimension de la voix, il y a la dimension du chant, mais également de l'expression corporelle, l'expression musicale. Si quelqu'un a envie d'écrire, s'exprimer sur ce sujet, si quelqu'un a envie de dessiner, de sculpter, en fait, on propose vraiment tout un large champ d'expression individuelle et pour justement créer quelque chose de collectif. Donc, par justement cette expérience propre qu'on propose, il faut qu'en face, le participant s'exprime, écoute, comprenne aussi ce que l'autre exprime et par là, accepte qu'on soit tous différents. Je vais vous poser la même question qu'à Aurore. Est-ce qu'on sort indemne d'une œuvre comme celle-ci et qu'est-ce que ça a changé chez vous dans l'interprétation d'autres œuvres et dans votre relation à votre métier? On sort indemne, non, mais je pense que c'est comme chaque expérience de la vie, finalement, bonne ou moins bonne, c'est ce qui nous construit. Et donc, c'est vrai qu'avec cette œuvre particulièrement, elle a tellement de choses à raconter et c'est pour ça qu'elle devient intemporelle et quelque part éternelle, parce que à chaque époque, on peut y trouver un message. Chaque interprète peut y raconter quelque chose. C'est ça qui fait aussi la grandeur des œuvres qui perdurent, c'est qu'elles ne s'arrêtent pas dans le temps et on les interprète encore et toujours. Et donc oui, ça a construit et développé
ma partie artistique et ça continue de le faire. Et voilà, donc finalement, c'est très positif et effectivement, on en ressort la lumière et on essaye de continuer dans ce chemin. Merci beaucoup, Anya. Avec plaisir. Guillaume Latour, bonjour. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui pour parler de Requiem. Vous êtes violoniste et vous avez rejoint également ce projet avec d'autres artistes. La première question que je voulais vous poser, c'était peut-être une question plus personnelle au regard de votre histoire familiale. Est-ce que vous pouvez nous en parler pour évoquer comment il y a pu avoir un peu d'écho et de résonance entre votre propre histoire et celle de Requiem? Oui, alors mon histoire familiale, bien sûr, a été la première chose qui est le premier lien avec ce projet de Requiem, parce que j'ai un arrière-grand-père qui est parti de Drancy en 1943 pour mourir à Auschwitz un mois plus tard. Mon arrière-grand-mère, donc sa femme, n'a pas été déportée, mais elle aussi, elle a dû fuir. Elle était au Pays Basque, elle a dû fuir dans les Pyrénées, puis elle est morte de maladie à ce moment-là. En fait, c'est toute cette partie juive de ma famille. J'ai toujours été très en lien, très. C'est ma grand-mère, je l'ai peu connue, puis je l'ai connue beaucoup à la fin de sa vie. C'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup interpellé. J'ai l'impression moi-même de faire partie de ces migrations subies ou voulues. J'ai fait beaucoup de recherches sur ma famille. Donc Ashkénaze, je suis remonté jusqu'au XVIIIe siècle. Après, on perd la trace, bien sûr. Donc certains en Allemagne, d'autres en Slovaquie actuelle. Voilà, et avec l'histoire de ce requiem à Thérésine, donc bien sûr, ça fait écho à mon histoire personnelle. Et puis après, les liens se créent avec d'autres musiciens, avec d'autres œuvres, avec des intentions aussi, des intentions de vie, je crois. En fait, pour moi, c'est créer un lien avec la famille, avec toutes ces personnes qui ont subi des choses, qui ont aussi fait des choses. Je crois vraiment en l'humain et en sa tendance à s'actualiser, à chercher un petit peu le meilleur, malgré les éléments extérieurs, etc. Donc tout ça fait beaucoup de sens pour moi. Merci. On a le sentiment, effectivement, en vous écoutant, que c'est pas vous qui êtes allé à Requiem, mais c'est Requiem qui est venu à vous et qui s'est retrouvé sur votre chemin. Voilà. Et je voulais vous poser une question sur l'œuvre en elle-même. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la jouer dans sa version, je dirais, traditionnelle. Oui, Et par rapport à la version thérésine, on va dire, et la version actuellement en préparation, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui vous oblige différemment à interpréter et comment les choses se passent? Bah, disons que quand on joue dans un grand orchestre symphonique avec pratiquement 100 musiciens, un double chœur, etc., la version de Verdi, ben on essaie de coller vraiment le plus possible à l'œuvre originale. On est aussi entraîné dans une masse de musiciens. Euh, la version qu'on fait ici, alors on ne fait pas exactement la version thérésine, qui d'ailleurs était toujours en constante évolution par les arrivées, les départs, etc. On fait notre arrangement, on fait notre création, qui sera probablement un peu différente à chaque fois. Mais la grande différence, c'est que pour moi, on est chacun un personnage de l'œuvre.
en fait, on incarne ou alors on se sent connecté à une ou plusieurs personnes. Le violon lui-même est un personnage. Et du coup, on est plus dans une démarche de création que de réalisation. Et, et ce qu'on va produire jour après jour, soir après soir, sera quelque chose d'incomplet, d'imparfait, mais aussi de liant et de connecté voilà, à beaucoup d'autres choses par rapport à la version de Verdi qui elle aussi était portait un message d'espoir. Hein. C'est pas le problème, mais quand on est musicien dans une grosse formation comme ça, évidemment, c'est complètement différent. Merci. Je voulais également vous demander, s'agissant de Requiem, est-ce que la même question que j'ai posée à Anya et à Aurore, est-ce que ça vous a changé dans l'interprétation d'autres œuvres? Et est-ce que ça a changé votre relation à l'instrument, puisque c'est un acteur, une partie, on va dire, de cette création, et votre relation à la musique? Oui, ça l'a changé, je ne sais pas, mais ça l'a vraiment fait évoluer. En fait, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de richesses et d'ingrédients qui ne sont pas forcément nouveaux pour moi parce que je suis quand même dans une démarche de cet ordre depuis quand même des années. Mais ça apporte un élément d'ouverture, d'humain. Même la manière d'aborder certaines choses qui peuvent être techniques, comme le son, la texture du son. J'essaie par exemple, d'écouter le son de mon violon avec un regard plus universel, plus extérieur, comme s'il y avait vraiment une connexion avec le son d'autres instruments, avec le son de l'époque, je pense à Verdi bien sûr, mais avec le son qu'on pouvait produire à toutes les époques, par exemple avec mon instrument qui est très ancien. C'est des choses comme ça en fait que j'intègre petit à petit et qui enrichissent mon jeu et ma manière d'appréhender la musique. Là, c'était un exemple précis, mais il y en a beaucoup. Je pense qu'on pourrait... Finalement, il y a une grande vertu, je dirais, libératoire dans cette version, c'est que à la fois ceux qui ont interprété l'œuvre à Thérésine, ils voyaient un moyen de se libérer l'esprit et l'âme. Et j'ai le sentiment en vous écoutant que dans l'interprétation de cette œuvre-là, vous vous sentez plus libre que dans d'autres interprétations. Je ne sais pas si je me trompe, mais... Oui. Je me sens complètement libre et puis j'ai envie d'être libre. C'est à la fois une liberté par rapport un peu au dogme de la musique classique, mais c'est aussi une liberté personnelle. C'est à la fois un voyage intérieur et quelque chose qui est vraiment très ouvert. Merci beaucoup, Guillaume Latour. Merci. Merci à vous. Alors, Guillaume, donc si on se remet dans le cours de l'action, donc c'est le jour où vous enregistrez le Ingemisco, vous allez travailler le Ingemisco, sauf que le ténor est parti. Donc il a été enlevé au groupe et tu te proposes, pour pouvoir continuer à faire la répétition, de jouer sa partie. Hein? Donc je vais te donner simplement comme repère la prononciation des mots. Hein, je vais te donner un U, donc tu nous le donnes. Ingemisco tam quam reus cul parubet vultus meus supplicanti parte Deus qui Mariam absolvisti et latronem exaudisti, mi quoque spem dedisti, mi quoquem spem dedisti. Voilà.
D'accord? Donc tu as cette image en tête, c'est celui qu'on a enlevé au groupe, et à toi de le substituer. D'accord? Rappelons-nous que c'est piano, morendo, toujours. Avec le piano. Guillaume. Guillaume. Regarde, Guillaume. Voilà, c'est là que ça s'arrête, puisqu'à ce moment-là, il est incapable de continuer ce rôle qui s'était donné au tout début. Voilà, d'accord. Alors maintenant, on va faire la partie chantée, hein, donc qui se situe dans un autre espace que celui de la répétition. Hein, donc vous allez l'accompagner à l'orchestre, et lui est dans un espace séparé qu'on va travailler maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue Oui. Alors, donc, tu te souviens de la position? Il faut par terre, c'est ça? Oui. Tu te souviens? On la garde? Ok. Oui. Ok. Mais la position, je me souviens pas très bien. C'est au sol et après c'est une levée en fait. Ah oui. Et tu te souviens? C'est une levée. Ah ok. D'accord? Après j'ai la difficulté de me lever, c'est ça? Hein? Oui, bah, il y a cette difficulté puisque tu as été effondré. Ah oui. Là. D'accord? Ok. Donc. J'enlève la... Oui, bien sûr. Oui. Donc maintenant, ça va se passer de ce côté-là, puisque l'action va être ici. Alors tu t'installes comme ça. Donc public ici. Et tu le fais normalement, cette fois-ci. Preces me
Tu restes là-dessus dans le texte parlé du tout début. Ingemisco tamquam reus, Vas-y. culpa rubet vultus meus. Supplicanti, supplicanti parte Deus. Okay. Alors, donc pour initier ce Liber Scriptus, simplement te mettre en mémoire que juste avant, il y a donc le mors stupebit. Hein, donc le sens, c'est la mort sera saisie de stupeur, comme la nature quand ressuscitera la créature pour comparaître devant le juge. Okay. Et toi, tu renchéris par rapport à ça. Donc la difficulté de ce passage, c'est que c'est écrit extrêmement piano. Alors que ça devrait sonner comme une espèce de élan de vengeance. Hein? Vous serez punis pour ce que vous avez fait parce que tout est écrit là. Hein? Il faut que ce soit complètement contenu au maximum. D'accord ? Est-ce que tu peux nous faire simplement le texte rythmé, parler rythmé, en restant dans cette concentration, dans cette intériorité? Liber scriptus proferetur, in quo totum continetur, unde mundus iudicetur. Voilà. Est-ce que tu peux en faire une langue vivante? Okay. Hein, comme si c'était ta langue. Hein, il y a toujours cette nécessité de s'approprier sa langue pour la faire, sa propre langue, pour dire ce que l'on a envie de dire soi-même. Plus de consonnes. Liber scriptus proferetur, in quo totum continetur, unde mundus iudicetur. Voilà, d'accord. Et maintenant, tu le montres, ce livre. Okay. C'est-à-dire, Liber scriptus proferetur, in quo... Regarde, ça se joue entre ça et eux. Okay. Tu vois, tu vois, garde un œil sur le livre, puisque c'est la preuve. Liber scriptus sur eux aussi. Proferetur, in quo totum continetur, unde mundus iudicetur, iudex ergo cum sedebit, quid latet apparebit, nil in ultum remanebit. Nil in ultum remanebit. Tu reviens sur toi, là. Liber scriptus proferetur, in quo totum continetur. Comme une résonance de quelque chose que tu as dit, mais qui est très difficile à réaliser. Iudex ergo cum sedebit. Crois dans les mots. Quid latet apparebit, nil in ultum remanebit. Liber scriptus proferetur. Comme si les mots tout à coup ne voulaient plus rien dire. In quo totum continetur, unde mundus iudicetur, iudex ergo cum sedebit, quid latet apparebit, nil in ultum remanebit. Voilà. Bien. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de mettre de garder dans le chant. D'accord. D'accord ? Tu vois le schéma, oui. Hein, c'est pas très compliqué, mais vraiment avoir cette conscience de dire à partir d'un objet infaillible qui est le livre écrit, sur lequel ont été inscrits tous les péchés, enfin tout le mal, tout ce qu'on veut. D'accord ? Mais à un certain moment, c'est une situation qui est intenable. Oui. C'est pour ça que la voix s'interrompt, hein, c'est-à-dire que la réalité, comme si la réalité reprenait le dessus,
et que cet effort que tu fais de croire dans les mots, de croire dans l'œuvre, il y a des moments où on ne peut pas le tenir. D'accord? Très bien. C'est bon? Allez. Ça commence à tomber. Impassible, plus rien. Hop, voilà.